Alors nous allons passer maintenant aux posters, à la session des posters. Donc j'espère que tous les étudiants, nos jeunes étudiants là sont là et pleins d'enthousiasme pour faire leur présentation. On va commencer là tout de suite. Alors le jeu consiste à présenter les posters qui sont affichés, que vous avez probablement vus dans la salle de conférence, dans la salle, pardon, au centre culturel qui est juste à côté, dans la grande salle. Je vous invite à aller les voir. Je pense que c'est très intéressant pour qu'ils s'expriment dans un événement comme ce colloque et qu'ils échangent aussi avec les conférenciers qui sont là. Ça peut être très stimulant pour eux et encourageant aussi pour la poursuite de leurs études. Donc moi, je tiens à cœur à ce que cette session de posters marche bien et je suis très contente quand j'ai vu beaucoup d'étudiants comme vous. Donc alors la règle là consiste à faire une petite présentation du poster en 3 minutes. Parce que ça permet au public, à tout le monde, de comprendre rapidement de quoi il s'agit. C'est un petit exercice aussi, finalement, pour les étudiants de synthèse. Il faut qu'ils arrivent à tout dire en 3 minutes, mais je pense que c'est des choses qui sont utiles après dans la vie, dans leur parcours scientifique. Bon, on va commencer. Donc, j'invite les étudiants à venir nous rejoindre parce que c'est 3 minutes chacun. Donc, nous allons commencer. Est-ce qu'on peut afficher le premier poster? Il s'agit de Sarah Benkira. Bon, ben, ça marche super bien. Voilà. Alors, vous allez être chronométré, hein, c'est très sérieux. Hein, tu fais tu chronomètres? Voilà. Je passe donc, oui, alors je vous présente Sarah Benkira, promesse hein, de l'équipe. Vous travaillez à Perpignan, c'est ça hein? Ouais. Ok, à l'université de Perpignan. Donc, je vous laisse la parole. Parce que, voilà. Bon, c'est parti. Oui, allez-y. D'accord. Ça y est? Tu es prêt? Donc, la problématique concerne la pollution des eaux qui est due au rejet industriel agroalimentaire ou bien agroculture. Et voilà, ces eaux polluées subissent généralement un traitement biologique ou bien physico-chimique dans les stations d'épuration. Or, ces traitements classiques sont inefficaces pour traiter les micropolluants persistants dans les eaux. Donc, une solution consiste à limiter les rejets de ces micropolluants, consiste à utiliser les procédés d'oxydation comme un traitement tertiaire, donc tel que la photocatalyse. Le principe de photocatalyse est basé tout simplement sur la photoconversion à l'aide des réactions d'oxydoréduction pour libérer les espèces superoxydantes pour dégrader les micropolluants persistants dans les eaux. Donc, malgré les avantages que représente la photocatalyse, il y a deux verrous qui empêchent le développement de ce dernier. C'est que la plupart des photocatalyseurs sont photosensibles dans la gamme UV qui représente que 5% du spectre solaire reçu, et les intermittences. Donc, pour répondre à ces deux verrous, il faut une optimisation à l'utilisation du rayonnement solaire. Et donc, pour ce faire, il faut mettre en forme des matériaux innovants pour objectif augmenter la surface spécifique. Et donc, c'est le contexte dont s'inscrit mon sujet de thèse. Donc, mon sujet de thèse est scindé sur 3 phases. Donc, la première phase concerne l'élaboration du matériau poreux, comme vous pouvez voir. Donc, ce matériau est un support. Donc, qui sera fonctionnalisé par un catalyseur sous forme d'un film mince dans le volume et dans toute la totalité du surface de l'échantillon. Donc, les deux matériaux vont jouer un rôle très important. Donc, le film, ça va servir comme un médiateur pour capturer ou pour capter le rayonnement solaire, ainsi que le support, ça va servir pour transporter l'effluent contaminé dans le volume à l'aide des porosités interconnectées.
Donc la photooxydation, ça se passe à l'intérieur, dans toute la surface de l'échantillon, en libérant les espèces superoxydantes pour purifier l'eau et dégrader complètement les micropolluants dans les eaux. Donc, suivant les résultats obtenus de photocatalyse, le trait qui est en rouge représente l'échantillon qui est là. Donc, le taux de photocatalyse, ou bien le rendement, a été atteint. Et du coup, comparablement au trait qui est... Donc, voilà. Donc... Oui, voilà. Voilà. Donc, cela, c'est une méthode, ce prototype, on a pu atteindre des résultats satisfaisants pour libérer ou bien pour purifier l'eau de ces micropolluants persistants dans les eaux. Et merci de votre attention. Plus. Bon, nous allons passer à Aurélie Duval. Comment ça marche? Bien. Tout va bien? Donc on vous laisse la parole. Allez, allons-y. Alors, bonjour à tous. Je suis Aurélie Duval, étudiante en 3e année de licence en géosciences à l'Université de Perpignan. J'ai réalisé mon stage au CEFREM avec Philippe Carharvé, enseignant-chercheur que vous devez connaître pour certains. Donc en fait, ce projet vient à la suite du projet REDPLACE qui vous sera présenté mardi par Philippe Carharvé justement et Eric Malafosse. Le constat qui a été fait, c'est que parmi les déchets retrouvés sur les plages, 80% sont des matières plastiques et 80 à 90% des déchets retrouvés en mer sont d'origine terrestre. Donc s'ils sont d'origine terrestre, ça veut dire qu'ils ont traversé le bassin versant à travers les cours d'eau par les vents. Et donc, la solution la plus pertinente, économique et écologique serait de traiter les déchets sur le bassin versant en amont, parce qu'on a constaté que la majorité des actions pour réduire les déchets concernent majoritairement le milieu marin ou littoral. Donc l'objectif de cette étude, ça va être d'estimer le flux de déchets dans les Pyrénées-Orientales. Et ma contribution à moi, ça a été de réaliser un échantillonnage afin de déterminer 5 zones d'études. Pour le faire, j'ai réalisé des cartes qu'on voit ici. J'ai utilisé les données de comptage routier du Conseil départemental 66 afin d'établir des classes homogènes de trafic. Ensuite, j'ai utilisé aussi les données du SDAGE 2022-2027 afin de récupérer les données des cours d'eau, des masses d'eau superficielles du bassin. Et donc, à partir de ces 2 données, j'ai pu faire ressortir les intersections entre les cours d'eau et le réseau routier. Et du coup, les Pyrénées-Orientales, c'est constitué de 3 bassins versants qui correspondent aux 3 fleuves côtiers, la Glie, la Tête et le Tech. Et donc, la plaine alluviale de ces bassins versants se découle... dans la plaine du Roussillon, on va avoir l'arrivée de ces bassins versants. Et donc ensuite, on a pu sélectionner les 5 zones d'études qui sont ici, en ayant certaines contraintes comme fallait que ce soit sécuritaire pour nous aller ramasser les déchets, un tronçon de 100 mètres, et donc voilà, on avait plusieurs contraintes, et on a pu avoir une zone par catégorie de trafic. Et donc la suite de cette étude, ça va être d'effectuer un grand ramassage sur ces 5 sections, sur ces 5 sites de 100 mètres, afin d'établir un T0. C'est prévu prochainement, la semaine prochaine, on va réaliser ça. Ensuite, on va lancer... on va compter les déchets, on va les catégoriser, on va pouvoir ensuite faire un top de l'abondance, récurrence des déchets.
Et la finalité de tout ça, ça va être de pouvoir corréler à l'échelle du département des Pyrénées-Orientales l'impact du trafic routier sur la quantité de déchets retrouvés dans les fossés le long des routes départementales. Merci à vous. Bien, alors on va passer à la présentation suivante par Batoul Gara. Oui, non, allez-y. Ah, pardon. Oui, finalement, on est dans un petit coin. Je commence. Okay. Allez. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous donne la parole. D'accord. Alors bonjour, je suis Batoul Gara, doctorante en océanographie et je vous présente aujourd'hui mon travail qui porte sur l'effet du changement climatique sur les eaux levantines intermédiaires en Méditerranée. Pour commencer, pourquoi la Méditerranée? Alors cette région a été choisie à cause de sa géographie et de ses caractéristiques qui en font un système océanographique très particulier. Elle réagit d'une manière relativement rapide et très alertante aux différentes conditions environnementales par rapport aux autres océans. C'est pourquoi l'étude de son cas permettra de mieux comprendre l'océan dans son ensemble à une échelle plus réduite. Mais aussi, pourquoi les eaux levantines intermédiaires? Alors, cette masse d'eau, la Live, est la masse d'eau la plus répandue au niveau de la Méditerranée. Sa propagation engendre un transport de chaleur, de sels nutritifs, mais aussi porte un impact sur la distribution biologique. La diffusion et la formation de la Live, ainsi que ses processus associés, sont susceptibles de subir l'impact potentiel du changement climatique. Par exemple, on a l'augmentation de la température, l'intensification des phénomènes extrêmes qui peuvent agir sur la stratification de la masse d'eau, les phénomènes de convection, mais aussi la distribution des nutriments en Méditerranée. Dans notre étude, nous nous appuyons sur une base de données unique obtenue grâce à la collecte d'informations de différentes plateformes. Dans un premier temps, notre but était de définir les limites et l'épaisseur de ces masses d'eau intermédiaires, mais en portant une attention particulière à l'évolution du cœur de la veine levantine. Les résultats ont pu montrer une évolution nette à l'échelle spatiale de ces masses d'eau tout en parcourant la Méditerranée. En plus, il faut attirer l'attention qu'il est très important de prendre en compte les conditions et les critères qui agissent sur les caractéristiques physiques et biogéochimiques de ces masses d'eau dans différentes régions. Mais pas que, on a pu constater aussi une évolution à l'échelle temporelle qui se traduit par une acidification du bassin levantin et une salinisation significative de la Live. Dans notre étude, nous sommes partis en se basant sur deux approches différentes, une première se référant à la salinité et une autre sur la densité, pour adapter au final notre propre approche qui prend en compte les particularités de chaque région. Dans une phase ultérieure, notre but sera de caractériser la composition biogéochimique de ces masses d'eau dans la Méditerranée, ce bassin ultra-oligotrophe, à savoir que malgré le fait qu'elle soit l'une des mers les plus étudiées, mais il est paradoxal qu'on constate que la variabilité temporelle des nutriments dans la Méditerranée reste largement méconnue et très peu étudiée en raison de manque d'informations et de données. Et c'est là du coup que notre base de données multiplateforme va être utile. Pour le faire, on envisage d'utiliser une méthode d'analyse optimisée multiparamétrique, mais aussi des techniques de machine learning. Pour finir, cela va nous permettre d'étudier aussi l'aspect biologique de cette évolution en termes de fonctionnement du phytoplancton, mais aussi de la diversité microbienne tout au long du gradient est-ouest. Merci. Maintenant, nous allons passer à la présentation de David Leinstein-Schneider. Vous venez de Banyuls, de Banyuls, ouais, c'est okay. Ça. Bien, c'est bon. Allez, top. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle David Leinstein-Schneider. Je suis actuellement doctorant dans une entreprise qui s'appelle Plasticati en collaboration avec le LOMIC à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse. Et ma thèse s'intitule « L'évaluation normalisée de la toxicité des microplastiques dans le milieu marin ».
Alors tout d'abord, je voulais revenir un petit peu en arrière et faire un petit peu de contexte. Le plastique, c'est un polluant qui est assez particulier parce qu'il combine 3 types de pollution. Donc une pollution physique lors de l'ingestion, une pollution chimique avec le relargage des additifs et une pollution biologique avec des bactéries pathogènes qui peuvent se retrouver dessus. Donc moi, dans ma thèse, je vais surtout me concentrer sur la toxicité physique et chimique. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné 4 types de polyéthylène. Donc le polyéthylène, c'est le polymère qui est le plus retrouvé dans l'environnement. Donc tout d'abord, j'ai pris un polyéthylène qui est pur, sans additifs, un polyéthylène qui est recyclé, mais qui a été recyclé de la mer, un polyéthylène oxodégradable et un polyéthylène qui est du papier bulle que l'on retrouve classiquement dans le commerce. Donc, pour regarder la pollution physique du plastique, j'ai fabriqué moi-même mes propres microplastiques via un cryobroyage et ensuite une filtration à l'éthanol pour avoir des microplastiques d'une taille de 4 à 25 micromètres, qui est la taille en fait de la nourriture des moules. Et ensuite, j'ai exposé ces moules-là pendant 100 jours à ces microplastiques de différentes concentrations. J'ai aussi évidemment mis un contrôle négatif sans particules et j'ai trouvé intéressant aussi de rajouter un contrôle diatomite. Donc diatomite, en fait, c'est la poudre de diatomée, donc c'est des particules qu'on retrouve naturellement dans l'environnement. Et l'objectif était de voir est-ce que la toxicité est due au plastique en lui-même ou bien tout simplement à la présence de particules. Donc je n'ai pas encore de résultats de ça, mais du coup il y a les analyses qui sont en cours. Les analyses que je vais réaliser vont être l'indice de condition, donc voir un peu l'état d'embonpoint de la moule. Je vais mesurer la croissance grâce à la coquille avec la sclérochronologie. Et à partir des tissus, je vais mesurer l'état de santé en mesurant les lipides, les protéines de stress, le glycogène, et aussi regarder la bioaccumulation, la quantité de microplastiques qui est retrouvée dans les moules. En ce qui concerne la toxicité chimique, j'ai aussi fabriqué mes propres microplastiques, mais cette fois-ci d'une taille un peu plus grosse. Donc qui sont entre 2 mm et 100 micromètres. Et ensuite, j'ai réalisé ce que l'on appelle des lixivia. Donc c'est tout simplement prendre ce plastique-là et le mettre dans de l'eau et le laisser agiter. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Et ensuite, j'ai laissé agiter pendant différents temps, de 1 jour à 8 mois. Ensuite, ces lixivia de plastique ils sont filtrés pour ne récupérer que l'eau et donc que ce qui a été relargué par le plastique et donc pas la particule en elle-même. Et j'ai exposé des embryons d'oursins fécondés pendant 72 heures. Et après, je regarde, est-ce que les larves sont bien formées comme ici, ou mal formées? Bon, on ne voit pas très bien, mais c'est pas grave. En ce qui concerne les résultats préliminaires, on peut voir qu'au fur et à mesure que le temps avance, que le lixivia est long, plus la toxicité augmente. Donc là, on a le lixivia de 1 mois, qui est toxique. Là, on a le lixivia de 2 mois qui l'est plus, et le lixivia de 4 mois qui l'est encore plus. Donc au fur et à mesure du temps de lixiviation, c'est fini. Voilà. Merci de votre attention. Bien, c'est parfait. Oui. Bon, alors on va passer maintenant à la présentation d'André Lyon. André Lyon est du CEFREM, donc, Université de Perpignan. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, mon sujet prend appui sur 2 problématiques différentes. Donc une première qui vise à l'enregistrement de la remontée du niveau marin au large de Leucate et une deuxième qui est sur la valorisation de données acquises pour l'installation des fermes éoliennes. Donc comme vous le savez sans doute, dans le golfe du Lion, on va accueillir bientôt plusieurs fermes d'éoliennes offshore, notamment une au large de Leucate. Et donc ces installations sont précédées par l'installation de fermes pilotes, donc pour vérifier que tout se passe bien. Et il faut que ces fermes pilotes soient reliées à la terre par un câble. Donc ici, c'est RTE qui s'occupe de ça, pour faire un câble de 18 km. Et donc pour l'enfouissement de ce câble, ils réalisent plusieurs carottes qui sont à vocation géotechnique, donc connaître la nature du sédiment, du sable, tout ce qui se trouve là où ils veulent passer leur câble. Et donc ces carottes qui à la base sont prélevées pour des essais géotechniques ont ensuite vocation à être jetées. Et donc moi mon but c'était aussi de voir s'il était possible de récupérer à des fins scientifiques ces carottes pour les valoriser autrement. Donc mon travail dans mon poster porte sur l'analyse justement de ces carottes couplée à d'autres données, notamment la campagne de sismique Strataform qui a été réalisée en 2002, donc aussi un peu de recyclage dans toutes les données. Et donc ces analyses montrent plusieurs domaines intéressants où des recherches peuvent être réalisées,
à commencer par la caractérisation des stocks sableux, qui sont en ce moment un enjeu principal concernant l'érosion littorale. Aussi permettre de caractériser les différents changements de régime sédimentaire. Donc, je ne peux que vous encourager à venir voir mon poster pour avoir plus d'informations à ce sujet. Ou aussi caractériser la chronologie de la remontée du niveau marin au niveau de cette zone. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Bien, c'est très bien. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation suivante de Anwar Medjahid. Qui vient de quel laboratoire? De l'UPVD? Ah oui. Okay. Yeah. The earth, our home, it's the only place we have to plant our food. And to do this in an efficient way, we use chemical pesticides. Subsequently, pesticides have become an essential part of our food system. Picture this. Every year, we shower over 5 billion pounds of pesticides across the earth to control the unwanted visitors that threaten our food. But what if I told you that these chemicals could be doing more harm than good? In fact, medical researchers have recently found that pesticides are genuine poisons and are related to diseases like Alzheimer's and several types of cancer. Moreover, pesticides present a danger to non-target species like bees and butterflies, and they pollute the water. So obviously, we need to find another way. And because we often get inspiration from nature, one of the solutions comes in the form of biopesticides. Biopesticides are complex substances that are derived from natural sources, such as plants and microorganisms. But they too can be harmful if they're used improperly or in large quantities. And since we've only just started using them, well, we don't know how long the biopesticides and their residues stay in the environment after their application to the soil. Also, we don't know how they impact the organisms living in the soil and how long their impact lasts. In my PhD, I'm trying to answer these questions. To do this, I am working with something called pelargonic acid. Pelargonic acid is a molecule that is extracted from the leaves of the pelargonium plant. It is a bioherbicide, which means that it kills unwanted weeds. We have applied this biopesticide to the soil and then taken samples of the soil at different time intervals after the treatment during a period of 57 days. We then carried out chemical and DNA analysis in the soil. The chemical analysis showed that residues and degradation products of our biopesticide remain in the soil 57 days after the treatment, because we can still see differences between treated samples and control samples. And DNA analysis showed that there is no more impact of our biopesticides on species living in the soil. In conclusion, biopesticides offer a promising alternative to pesticides. My PhD work will help to ensure that they are used not only to preserve the delicate balance of ecosystems, but to promote an agriculture which is at the same time safe and sustainable. Thank you, and I invite you all to see my poster. Thank you. Bien, très bien. Bien, alors nous allons passer maintenant à la prochaine présentation par Adèle Wolinski. Bonjour Adèle. Non. Ok. Tu es prêt? C'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Adèle Wolinski, étudiante en thèse au sein de l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer. Et je vais aujourd'hui vous présenter mon poster qui s'intitule « Pollution plastique, les moules comme bioindicateurs ».
Donc on le sait, les mers et les océans sont pollués par des déchets plastiques, et notamment des déchets microscopiques qu'on appelle microplastiques, mais ces derniers ils sont difficilement quantifiables dans le milieu. Et c'est pourquoi on s'intéresse de plus en plus à des espèces bio-indicatrices qui vont refléter ou renseigner sur la qualité de l'environnement. Et dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à la bioaccumulation et à l'état de santé des moules marines méditerranéennes, Mytilus gallo-provincialis, exposées à des microplastiques. Donc tout d'abord, pour s'intéresser à la bioaccumulation, on a exposé des moules pendant 48 heures à des différentes concentrations croissantes de microplastiques. Puis on a observé et compté en microscopie le nombre de microplastiques qu'on retrouvait dans leur chair. Et ce qu'on observe, c'est que plus la quantité de microplastiques ajoutés dans l'aquarium est élevée, plus la quantité de microplastiques retrouvés dans les moules l'est aussi. On a une réponse proportionnelle. Ensuite, on a regardé l'état de santé, donc la physiologie de la moule, exposée soit à une condition contrôle, soit à une faible concentration de microplastiques, ou soit à une forte concentration, et ce pendant 100 jours. Et on s'est intéressé à 2 paramètres, la croissance de la coquille et la quantité de lipides totaux. Concernant la croissance de la coquille, ce qu'on voit, c'est qu'une faible concentration de microplastiques n'a pas d'effet. La croissance des moules est la même que pour les moules contrôle. En revanche, une forte concentration de microplastiques entraîne une diminution de croissance. Et concernant la quantité de lipides totaux, là, ce qu'on voit, c'est que les différentes concentrations de microplastiques n'ont pas d'effet. La quantité de lipides totaux, elle est pareille pour toutes les conditions. Et enfin, on s'est intéressé au comportement des moules. Et pour ça, on a exposé des moules pendant 100 jours à une forte concentration de microplastiques. Et on les a équipés d'électrodes pour mesurer la durée d'ouverture et de fermeture de leur coquille. Et ce qu'on voit, c'est que pendant les 50 premiers jours de l'expérience, le comportement des moules exposés est le même que celui des moules contrôle. En revanche, à partir du jour 50 environ, là, on a une diminution dans la durée d'ouverture de la coquille chez les moules exposés, ce qui peut impacter leur capacité de filtration. Et donc, ce qu'on sort de ces résultats, c'est que déjà, oui, les moules, ça accumule bien de microplastiques et dans une façon représentative de l'environnement, et qu'à une concentration qui est faible et qui est représentative de la concentration environnementale, les moules, elles semblent pas trop impactées dans leur physiologie. Et pour la suite de mes recherches, je vais m'intéresser à des moules qu'on a placés dans le milieu naturel pour regarder un peu leur état de santé et ce qu'on va retrouver comme microplastique et le comparer avec l'eau environnante. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bon, c'est très bien. Alors, donc on va passer maintenant à la dernière présentation par Marion Genet. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Marion Genet, je suis attachée temporaire de recherche et d'enseignement à l'Université de Perpignan et je travaille sur les relations entre les incendies et le changement climatique. Donc aujourd'hui, on va parler du cas des Pyrénées-Orientales avec une problématique qui était de comprendre la distribution spatiale et l'évolution temporelle des incendies dans ce département entre 1976 et 2019. Alors, on va commencer par la distribution spatiale. Vous avez sur cette carte à gauche l'occupation des sols. Sur celle-ci, le réseau routier et les points noirs représentent la localisation des incendies sur cette période temporelle d'étude. En termes de distribution spatiale, nos résultats montrent que la majorité des incendies se produisent dans les systèmes culturaux et les vignobles. Et deuxième information sur la distribution spatiale est visible sur ce graphique-là, où on observe que plus de 60% des incendies se déclarent à moins de 50 mètres des routes, ce qui laisse suggérer un impact anthropique très fort. Maintenant, si on regarde l'évolution temporelle des incendies depuis 1976 dans les Pyrénées-Orientales, vous avez sur ce graphique ici l'évolution de la température, ici l'évolution du nombre de feux, et les barres orangées représentent la surface
surface brûlée. On observe 3 phases. Une première phase, ici, entre 1976 et 1987, où le nombre de feux et la surface brûlée sont plus élevés. À la suite de la loi défense de la forêt contre les incendies en 1987, on a une diminution et une stabilisation du nombre de feux et de la surface brûlée jusque vers 2009. Et à partir de 2010, on a une augmentation du nombre de feux. On a également une augmentation des larges feux que vous pourrez voir sur le poster. Cette augmentation sur la dernière décennie, elle peut bien sûr être liée avec l'occurrence des sécheresses qui sont de plus en plus intenses dues à l'augmentation des températures. Maintenant, si on regarde l'évolution mensuelle, sur ces graphiques, vous avez le nombre de feux par mois entre janvier et décembre pour la période de stabilisation 1987-2009 et puis pour la période de 2009-2019. Si on prend par exemple une valeur seuil de 5 feux par mois, pourquoi 5 ? Parce que c'est le nombre de feux moyens sur cette période-là par mois. On constate que 4 mois présentent un nombre moyen de feux supérieur à 5 pour la période de stabilisation. Et à partir de 2009, on observe que 7 mois présentent un nombre moyen de feux par mois supérieur à 5. On a donc une augmentation de la saison des feux en termes de nombre de feux, et vous pourrez voir sur le poster que cette augmentation de la saison des feux est également observée en termes de surface brûlée. Donc, en conclusion de ce travail, sur les Pyrénées-Orientales, on a des incendies qui sont effectivement majoritairement anthropiques, mais on observe sur la dernière décennie une augmentation du nombre, de la surface et de la saisonnalité des feux, en lien effectivement avec le changement climatique. Alors, je vous donne rendez-vous dans la salle des posters et je tiens à remercier Mathilde Fauquet et Simon Soyer, mes étudiants stagiaires de licence 2 et licence 3 qui ont contribué à ce travail. Merci. Merci beaucoup. Bien. Vous voyez, ce travail qui a été fait par tous les étudiants est important et c'est un soutien aussi pour toutes les activités de recherche qui se mènent dans les laboratoires. Ils nous présentent des choses un petit peu différentes et qui sont très intéressantes. Donc je vous invite vivement à aller voir les posters et nos étudiants seront devant leurs posters ce soir après les conférences. Alors je voudrais dire aussi c'est un concours, donc il y a un prix qui est donné aux meilleurs et il y aura la remise des prix qui se fera demain à la pause de midi, après les conférences du matin. Il y a eu un changement, c'était prévu le soir, et puis le soir, c'était moins approprié. On a préféré le faire le matin à midi et demi. Ce sera midi et demi demain. Je vous remercie à tous. Et donc, on vous donne rendez-vous à 14h30 pour la suite des conférences sur la thématique du littoral et les effets du changement climatique sur le littoral.